Vous vous rappelez probablement l'accident du MiG-23 au meeting aérien à côté de Détroit il y a maintenant quelques semaines. Eh bien, le NTSB, l'équivalent du Bureau Enquête Analyse français, vient de publier son rapport préliminaire. Et il est extrêmement intéressant parce que quelques jours seulement après la publication de ce rapport que nous allons étudier et qui a quand même tendance à incriminer un petit peu le passager en place arrière pour avoir tiré la poignée d'éjection, eh bien le passager de la place arrière, ancien pilote militaire, actuel pilote de ligne, avec des heures sur MiG-23, a décidé de se faire interviewer dans la presse spécialisée et d'expliquer son point de vue de l'histoire en se donnant, il faut être franc, plutôt le beau rôle. Alors je vous propose que l'on rentre dans le détail dans cette histoire aéronautique qui va à coup sûr marquer l'année 2023 et juste avant, je vous présente notre partenaire. Si vous êtes de ma génération et que vous êtes branché jeux vidéo, vous avez forcément connu Metal Slug. Bien aujourd'hui, notre partenaire Warpath vous ramène votre Madeleine de Proust avec la collaboration la plus originale de l'automne. Warpath rencontre Metal Slug 3 et, comme ils disent, ça va retourner le champ de bataille. Alors forcément, vous allez retrouver deux personnages emblématiques, Eri Kazumoto, l'orpheline devenue espionne, qui saura réduire l'efficacité de l'adversaire, et Marco Rossi, l'ancien militaire qui excelle forcément en combat rapproché et pourrait conduire le char Metal Slug. Avec ces deux vieux amis qui rejoignent votre équipe, vous aurez un bonus supplémentaire durant les parties. Marc Rossi peut augmenter le taux de critérium de votre arme de 10% sur le champ de bataille et renforcer les dégâts que vont subir l'ennemi, tandis que Eri, elle, peut réduire considérablement le taux de réussite de l'ennemi, ce qui en fait évidemment un atout de taille. Donc rejoignez le jeu dès à présent, participez à l'événement pour obtenir le nouvel officier de la liaison, et cela gratuitement. De plus, l'infâme boss que vous avez connu dans Metal Slug 3, Hugh Hermit, il a traversé le champ de bataille de Warpath, donc vous pouvez essayer de venir le capturer sur le nouveau champ de bataille et aveugler vos ennemis avec une nouvelle skins. Dans ce jeu de stratégie qui est en temps réel, vous devez former vos troupes avec soin et utiliser vos armes à leur avantage. Ne vous inquiétez pas, les armes utilisées, elles sont réalistes, donc vous ne serez pas perdu. L'univers Warpath utilise le matériel militaire que vous connaissez, il y a 104 types de chars, 34 types d'artillerie différentes et bien sûr des avions de chasse. Donc des chars Tigre, d'Union, de l'artillerie 98K, de la Katyusha et en plus, avec la collaboration Metal Slug, un véhicule spécial est sorti, l'Unit Skin et un tank SV001. Alors là c'est pour les spécialistes, mais c'est le véhicule de Metal Slug 3. En plus des armes réalistes, vous avez des cartes et des terrains réels. Des batailles historiques célèbres ont été organisées dans le cadre de jeux PvE, ce qui vous permet de retourner sur un vrai champ de bataille et de créer vos propres batailles avec de la stratégie. Bref, c'est sans fin, malheureusement comme dans la vraie vie. Vous pouvez jouer en individuel ou en alliance, sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Personnellement, moi c'est dans les transports ou dans le train. Je vous rassure, pas quand je suis aux commandes de l'avion, Et cliquez sur le lien juste en dessous. Dernier conseil, vous pouvez rejoindre l'événement Metal Slug 3 en choisissant vos personnages préférés et en invitant d'autres personnes à jouer afin de gagner des récompenses en argent et en objets du jeu. Allez, game safe. Jingle. Allez, c'est parti, rapport du NTSB, on est à Belleville dans le Michigan. C'est arrivé le 13 août à 15h15, MiG-23 UB, c'est donc la version biplace, sans radar dans la place avant pour des questions de centrage. Vous avez 2 blessés légers. Le type de vol, c'est ce qu'on appelle du Part 91, c'est donc de la course aérienne ou du meeting aérien. C'était effectivement pendant un meeting aérien. Vous avez le MiG-23 UB qui a été détruit dans l'accident. On a 2 membres d'équipage, le pilot et le Pilot Rated Observer. Ça veut donc dire qu'en place arrière, on a un pilote qui est breveté et qui sert d'observateur. Je vous rappelle que dans les meetings aériens, tout ça, vous ne pouvez pas forcément prendre des passagers. Là, on a bien un pilote qualifié qui fait observateur
ou pilote de sécurité, comme on l'appelle parfois. J'ai eu la chance de faire pilote de sécurité sur les avions que je connaissais pas, des fois en meeting aérien. C'est très sympa, mais vous êtes là pour prendre un petit peu de recul, essayer de regarder les paramètres et souvent annoncer les vitesses. Mais en aucun cas, c'est vous le responsable de l'avion. Ça, c'est un point important. C'est pas vous qui avez signé pour l'avion, hein, comme on dit dans l'aviation militaire. Donc ça, c'est un point important. Le meeting aérien. Thunder over Michigan, très bien, ça on en a déjà parlé la dernière fois. L'avion est démilitarisé, il décolle du terrain, piste 23. Ensuite, derrière, il faut un virage droite pour se représenter, faire une banana pass, une passe avec les ailes qui sont en géométrie variable de manière aérodynamique, ce qui est plutôt au-dessus de Mach 0,8 avec cet avion. Il passe comme ça sur le côté. Et là, ils se rendent compte après cette passe, ils sont censés virer par la gauche pour se représenter pour une nouvelle passe. Les Américains aiment bien le bruit quand ça passe rapide comme ça. Que la post-combustion ne s'allume pas. À partir de là, la vitesse va réduire. Ils vont passer les ailes qui étaient vers l'arrière en position à l'avant au maximum, donc point de vitesse en dessous de Mach 0,8. Ils vont ramener les ailes vers 16 degrés de manière à augmenter la portance. Il va chercher le pilote ce qui se passe et la place arrière annonce qu'il va falloir qu'il s'éjecte. Le pilote annonce qu'il n'est pas prêt à s'éjecter, qu'il continue à chercher la problématique et il manœuvre l'avion pour rejoindre la piste 27 du terrain qui viennent de décoller. Et c'est à ce moment-là que son siège est parti et qu'il se retrouve à l'extérieur de l'avion alors qu'il est en train d'essayer, comme on dit, de troubleshooter, de gérer le problème. Le pilote annonce aux enquêteurs que si un des deux pilotes tire sur la poignée d'éjection, les deux pilotes sortent. Ça, c'est des réglages que l'on peut faire au niveau des sièges. Généralement, quand on est à deux, on a ce réglage d'enclenché. La place arrière, qu'est-ce qu'elle annonce? Elle annonce qu'ils ont fait un passage, ensuite que l'objectif était de virer par la gauche pour refaire un nouveau passage, mais que là, le moteur n'accélère pas, que lui et la place avant ont une petite discussion, qu'ils ont commencé à monter pour prendre de l'altitude, qu'il fallait déterminer quelle était la nature du problème et qu'il fallait revenir se poser au terrain. Ensuite, la place arrière annonce qu'ils n'ont pas assez d'altitude pour revenir se poser en toute sécurité au terrain, qu'ils ont été pressurisés d'un point de vue temporel et qu'il fallait qu'ils sortent de l'avion. Quand on lui a demandé si c'est lui qui a tiré sur la poignée d'éjection, il dit qu'il ne s'en rappelle pas spécifiquement, mais qu'il pense l'avoir fait. Au niveau de la vidéo, vous l'avez tous vu, virage gauche, les deux sièges partent et les pilotes finissent dans l'eau. Heureusement, le MiG-23 finit sur un ancien parcours de golf avec aucune victime au sol. On est donc dans un cas où le MiG-23 est perdu. Les deux membres d'équipage ont des douleurs derrière au dos, mais sont sains et saufs. 0 mort. Donc d'un point de vue efficacité du traitement de panne, il n'y a pas eu mort d'homme. On est clair là-dessus. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est l'interview de la place arrière, qui a légèrement tendance à ne pas aller dans le sens du rapport du NTSB. Juste avant de vous raconter cette interview de la place arrière, je vous mets le lien juste en dessous. Je pense que ce qui est important, c'est de parler rapidement du propriétaire de cet aéronef. C'est un ancien pilote de E6 de la Navy, il a de nombreux MiG-23, il est remis en état de vol, il a de l'expérience, il a déjà traité des pannes, il a déjà eu des soucis avec son aéronef, et lors de sa formation sur cet avion, il a même connu un souci réacteur, ils ont dû éteindre et redémarrer le réacteur. Vous pouvez poser un MiG-23 en panne moteur, il faut juste commencer vertical la piste aux alentours des 15 000 pieds. Sur Super Étendard, c'était 10 000. Sur Rafale, ce n'est pas possible. Donc vous voyez, ce sont des avions qui tombent très fort. En place arrière, il prend un observateur. Je vous rappelle que c'est un avion monopilote, que l'autorité dans l'aéronef est donnée et incarnée par la place avant, que le leader est donc la place avant, et qu'en place arrière, nous avons un observateur. Ce n'est même pas comme dans un avion de ligne, où c'est du travail à deux, et où vous avez pilot flying, pilot monitoring. Le pilot flying gère la trajectoire de l'aéronef, c'est lui qui pilote l'avion ou le pilote automatique, là où le pilot monitoring fait la checklist, accompagne et cross-check avec lui. Là, ce n'est pas ça. Là, c'est du monopilote avec un observateur en place arrière. Ce qui veut donc dire que la place arrière peut être considérée, du point de vue prise de décision ou responsabilité, comme un passager. Maintenant, c'est un observateur quand même, donc le pilote doit normalement lui dire ce qu'il attend de lui et le briefer sur on va dire, sa sphère de compétences, sa sphère de responsabilité. Quand j'ai eu la chance de faire du pilote observateur, en gros, c'était annonce-moi les vitesses et si tu vois quelque chose qui ne te plaît pas, tu me le dis.
Généralement, c'est ça. Mais là, on se rend bien compte que face à une vraie situation d'urgence, avec un pilote qui peut avoir l'habitude d'être son propre commandant de bord, eh bien, ça peut poser des soucis si le gradient de hiérarchie n'est pas bien respecté. Autre point important, alors que vous êtes dans un avion monopilote et que vous traitez votre panne, ça va vous prendre des ressources cognitives. Ça va vous prendre du temps, enfin réfléchir à ce qui se passe, soit analyser les événements. Si vous avez une personne en place arrière qui, toutes les 3 secondes, vous donne des consignes ou vient vous parler, c'est un gros sujet que l'on traite en conférence en entreprise, c'est l'art du followership, l'art d'être un bon équipier. Si vous êtes très proche d'une échéance, vous êtes au taquet avec votre CPU, avec votre ordinateur, avec votre cerveau à 100% ou pas loin, qu'il y a quelqu'un qui n'arrête pas de venir vous rajouter des inputs, c'est pas ce qui va être le mieux pour le collectif. C'est indispensable que les collaborateurs, le follower, aient conscience de votre disponibilité cognitive, de votre ressource mentale et viennent communiquer avec vous de la manière la plus efficace possible. On va voir dans l'interview que la place arrière n'a pas arrêté de parler à la place avant, gênant probablement, je dis bien probablement, son traitement de panne. Maintenant, très important, on n'est pas là pour distribuer les bons points, les mauvais points. Ce que je veux mettre en avant avec cette vidéo, c'est la difficulté et l'impossibilité à l'instant T de pouvoir tirer toutes les leçons d'un accident et de voir comment fonctionnent des sources et fonctionnent les informations disponibles. D'un côté, le rapport préliminaire du NTSB, de l'autre côté, l'interview de la place arrière. Vous pouvez vous retrouver avec 2 histoires qui n'ont absolument rien à voir. C'est très intéressant de faire un parallèle avec ce qui se passe en Ukraine. C'est très intéressant de faire un parallèle avec la plupart des articles un peu putaclic dans la presse, quel que soit le sujet qui est traité. Parce que l'on voit bien qu'avec quelques informations manquantes, eh bien, la vérité est ailleurs. Donc forcément, une fois que le rapport final du NTSB, ce qui fera foi, sortira, nous en reparlerons sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez prévenus. C'est parti, on attaque l'interview de la place arrière. Alors ce qu'on apprend dans un premier temps, c'est que le matin, déjà, ils ont volé. Donc ils sont chauds. Ils ont fait un vol avec des F-35 des Marines. Ils sont allés dans une MOA, une Military Operating Area, une zone réservée pour les opérations militaires. Ils ont pu faire un vol donc en patrouille avec des F-35, quelque chose d'assez sympa. Ils sont revenus de vol, ils ont remis à peu près 3000 litres, donc le 3/4 au niveau du réservoir, parce qu'ils avaient prévu un vol de 12 minutes, ce qui est assez classique pour les meetings aériens, dans la foulée. Quand ils font leur passage en banane, ils ont les ailes à 45 degrés. Comme je vous ai dit, c'est bien au-dessus de Mach 0,8. En dessous de Mach 0,8, ça pose des soucis. L'APC ne s'enclenche pas. Je vous renvoie vers la vidéo que l'on a fait sur les causes probables de l'accident, car c'est un point que j'avais soulevé et que j'avais expliqué le problème de post-combustion sur le MiG-23 avec une procédure spéciale. Je vous mets l'extrait juste là. Ce que je peux vous dire également, c'est qu'il y a 2 systèmes hydrauliques. Il y a un seul circuit, l'hydraulique 1, mais en cas de souci, vous avez un système de boost qui va venir vous permettre de piloter l'avion avec une manœuvrabilité beaucoup moins bonne, mais ça permet de sortir le train et ça permet de ramener l'avion en toute sécurité. Un petit point intéressant quand même avec cet avion, c'est une spécificité, c'est qu'après décollage, il décolle sur la post-combustion, il va devoir accélérer à plus de 324 nœuds. Pourquoi plus de 324 nœuds sur l'APC? Parce qu'au moment où il va couper la post-combustion, au niveau de la tuyère, la section variable, ce qui vient bouger entre post-combustion et pas post-combustion, c'est géré non pas par l'hydraulique, mais par de l'essence en fait, et il peut y avoir des pannes. Et donc quand vous quittez la post-combustion, si vous avez une panne au niveau de cette section variable au niveau de la tuyère, il y a toute une procédure à faire, avec notamment un bouton sur la gauche à passer, et donc le temps de faire toute cette procédure, vous perdez environ une centaine de nœuds. Donc c'est un petit talon d'Achille, on verra avec le compte rendu du NTSB. À ce moment-là, eh bien, ils ont un manque de puissance. La vitesse va donc décélérer. Ils ont entre 350 et 400 nœuds d'après la place arrière. À cause de l'absence de post-combustion et maintenant le moteur qui a réduit vers plein réduit, donc qui donne toujours un peu de puissance. Il nous dit qu'il y a no thrust, mais c'est pas vrai. Un réacteur vous donne toujours un petit peu de puissance, même si c'est pas grand-chose. On est d'accord. Eh bien, à ce moment-là, la vitesse diminue. La vitesse diminue, 310, 320 nœuds. Et là, la place arrière dit We need the wings to 15. C'est d'après son témoignage, lui qui dit à la place avant, il faut passer les ailes vers 16 degrés. Donc, il passe les ailes vers 16 degrés. Tout ça, toutes les actions, c'est soit place avant, soit place arrière. Tout est réglé pour que ça soit place avant. Donc, c'est la place avant, le commandant de bord qui passe les ailes à 16 degrés. Et l'avion continue de décélérer. Le pilote monte très très légèrement. Il est probablement en train de travailler sur la nozzle procédure, donc celle liée à la post-combustion. Et la vitesse commence à diminuer. À ce moment-là, la place arrière refait un call et lui dit « We need flaps now ». On a besoin des volets maintenant.
Vous avez différents niveaux de flaps, donc de volets, des dispositifs hyper sustentateurs. Vous avez généralement deux grandes familles de positions. La position take-off, la position landing. Sur la position landing, vous avez différentes variations en fonction des avions, toutes ces choses-là. Mais la take-off va vous donner généralement le maximum de portance pour le minimum de traînée. Les flaps maximum, les flaps full, vont vous traîner énormément de traînée. Donc mettre un aéronef en flaps full, en panne moteur, est quelque chose que personnellement je n'ai jamais vu et dont je n'ai jamais entendu parler. Si vous avez une expérience sur un avion qui gagne dans un rapport portance traînée à être en flaps full, ça m'intéresse. Le MiG-23, je n'ai pas ma qualification dessus, donc je ne m'avancerai pas. Je suis néanmoins étonné et j'attire votre attention sur le fait que, en panne moteur, passer en volée atterrissage, alors que vous êtes en plein traitement de panne à 800 pieds, n'est pas une situation d'avenir. Toujours est-il, il passe dans un premier temps en flaps take-off. Après, derrière, il lui redit, la place arrière, we need flaps full. Et là, il passe en flaps full, qui est, comme on l'a dit, assez étonnant. La vitesse a diminué, ils sont aux alentours des 190-200 nœuds. La place arrière demande à la place avant qu'est-ce qu'il y a devant. À réponse de la place avant, il y a des appartements, où il faut qu'on vienne vers la gauche. Et dans la foulée, la place arrière témoigne qu'il sent du buffet au niveau de l'avion depuis déjà plusieurs secondes, qu'il sent la terre remonter autour de lui, donc c'est un phénomène d'enfoncement. Je vous montre là à quoi ressemble la visibilité depuis la place arrière. Vous voyez quasiment rien sur l'avant, vous avez une très faible conscience de la situation, sur ce qui se passe autour de vous. Et là, il sent donc un enfoncement et il se dit, il faut sortir. Il annonce eject, eject, eject. Il fait la procédure, ce qui a pour effet de faire sortir les deux membres d'équipage sans ordre du commandant de bord. Nous avons fait une vidéo récemment sur le C100, sur le stage de survie maritime. Et bien là, ça tombe bien qu'on a affaire à des anciens militaires parce qu'ils finissent dans le lac. Ils vont donc assez profond dans le lac parce qu'ils n'ont pas la fameuse Mae West. Ils n'ont pas cette petite veste qui vous permet de rester à flot si vous avez une éjection dans l'eau. Et il se retrouve donc avec tout le barda qui se remplit d'eau, ça le fait couler. Il arrive à se débarrasser de son parachute, remonter à la surface. Un bateau arrive rapidement vers sa position, il a un peu peur, donc il se rapproche de sa toile de parachute pour s'assurer d'être bien vu. Et le bateau le récupère, les amène à l'hôpital, ils restent tous les deux dans la même ambulance. Et d'après son témoignage, c'est moins de 2 heures après l'accident que le NTSB vient prendre leur déclaration. Et il semble dire dans son interview que sa déclaration a été faite sous calmant et qu'il n'avait pas toute sa tête au moment de la déclaration au NTSB. Certains d'entre vous auront bien compris qu'il y a forcément des grosses histoires d'assurance dans cette déclaration de NTSB et que cette volonté de sortir pour donner sa vérité avant que le compte-rendu final ne soit sorti est probablement due à un plan étudié avec son avocat. Mais ce n'est pas l'objectif de cette chaîne d'essayer de voir le pourquoi du comment. Je vous renvoie vers un petit extrait de Sully. Sully qui avait eu de gros problèmes également jusqu'à ce que la vérité éclate. Donc, on prend un peu de recul. Qu'est-ce que l'on apprend? Si on doit analyser le NTSB, ce qu'il en ressort est que la place arrière a eu grosse pression temporelle et a tiré la poignée d'éjection sans l'accord du commandant de bord en sentant sa vie en danger. L'éjection a lieu avec des sièges éjectables russes, très bien entretenus, tant mieux pour eux, qui ne sont pas 0-0. Vous ne pouvez pas vous éjecter dans toutes les conditions. Il y a un domaine d'éjection. Un redémarrage moteur ou un traitement de panne ne peut pas se faire dans toutes les conditions. Il y a une altitude pour faire la procédure de poser en panne moteur, il y a une altitude et des vitesses pour redémarrer un moteur. L'avion était en dehors de l'enveloppe. Donc là, on va se retrouver dans un cas extrêmement intéressant qui fait forcément penser à USS Alabama. Now you may have been proven right, Mr. Hunter, but insofar as the letter of the law is concerned, you were both right. And you were also both wrong. Pourquoi? Parce que le pilote en place avant essaye de sauver l'aéronef et de rester parfaitement aligné à ses objectifs. Sa sécurité, celle de son équipage, celle des gens au sol, et ensuite la sauvegarde de son avion. Il est possible que du fait de son lien de propriété avec l'avion, il ait envie de rester un petit peu plus longtemps que ne le voudrait la procédure avec l'avion
pour essayer de le sauver. Il est donc plus enclin à tunneliser ou à refuser la décision d'abandon de bord. Maintenant, abandonner un aéronef dans une zone aussi meublée que la banlieue de Détroit avec un meeting aérien pas loin nécessite d'avoir amené l'avion vers une zone propice à l'éjection. Il y avait un lac, il y a des zones un peu plus au nord également, à quelques centaines de mètres, où l'avion aurait pu s'écraser en toute sécurité. Heureusement qu'il n'y a pas eu de mort au sol. La version de la place arrière est que la place avant n'a pas été proactive, a manqué, alors il ne le dit pas comme ça, mais c'est ce qui ressort, c'est mon analyse personnelle qui n'engage que moi. D'après lui, la place avant a manqué de lead lors de la gestion de la panne, en tout cas pour ce qui est de la gestion de l'équipage, et je vous rappelle que ce n'est qu'un Pilot Rated Observer en place arrière, on est vraiment, le pilote gère ses histoires devant, et la place arrière ayant senti une certaine incapacitation, c'est moi qui utilise ce terme parce qu'on l'utilise dans l'aviation de ligne, décisionnelle de la place avant, il a décidé de sauver tout le monde, s'est renseigné sur l'avant, il voyait que l'avion partait un peu vers la gauche, il a essayé de coller la tête, pour lui ça passait, et il a décidé de tirer la poignée d'éjection car il savait que sinon ils allaient être trop bas pour permettre une éjection et en toute sécurité. Donc d'un côté, le NTSB qui a tendance à dire il semblerait que la place arrière est tunnelisée, ait eu peur, a décidé de tirer la poignée d'éjection sans vraiment se soucier du reste. De l'autre côté, contre-argumentation de la part de la place arrière, qui dit c'est moi qui ai drivé le show parce qu'en fait, le place avant, il était constamment en retard sur les événements, jusqu'au moment où je me rends compte qu'on est complètement plus dans les conditions de vol, qu'on est en dehors de l'enveloppe de redémarrage, qu'on est en dehors de l'enveloppe de planer pour faire la piste, ça ne peut pas passer, je lui demande ce qu'il y a devant, je tire la poignée, je sauve tout le monde, je le détunnelise, heureusement que j'étais là ce jour-là. Deux versions différentes, la vérité, eh bien, on la saura normalement grâce au NTSB d'ici quelques mois. Mais encore une fois, ce que je trouve extrêmement intéressant dans ce rapport, c'est qu'avec la vidéo, avec des témoignages, eh bien, on n'arrive pas à reconstituer précisément ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'il nous manque le témoignage clé, celui du commandant de bord, qui est probablement, à l'heure actuelle, en train de réfléchir à tout ça avec ses avocats. Pour ce qui est d'une éjection non commandée, c'est déjà arrivé dans l'histoire de l'aviation, c'est même d'ailleurs arrivé sur Rafale, sur la base de Saint-Dizier, avec un passager en place arrière qui s'est éjecté de l'avion. Coup de chance, souci ce jour-là de fonctionnement du système qui est censé faire partir les deux sièges, le pilote est resté à bord et a pu ramener son Rafale en décapotable sur la base de Saint-Dizier. Si ça vous intéresse, je vous étudie tout ça en commentaire. Il faut être franc, ce n'est pas l'heure la plus glorieuse de l'armée de l'air française, mais on pourra compenser en trouvant une mission bien effectuée par l'armée de l'air et en dire du bien, si ça vous va. Je ne veux pas me faire d'ennemis dans l'armée de l'air, mais là j'avoue qu'il y a pas mal de choses quand même à dire sur les événements qui ont emmené à ce vol en décapotable sur Rafale, et forcément, on peut y voir un petit parallèle, même si en fait, le fond n'a absolument rien à voir, parce que là on est clairement dans du CRM, dans du Crew Resource Management, dans de la prise de décision, dans du gradient d'autorité à l'intérieur du cockpit, dans du leadership peut-être pas assez pris par la place avant, par du mauvais followership ou pas, puisqu'encore une fois, les deux pilotes ont survécu et il n'y a pas eu de mort au sol. C'est ce qui rend l'aviation passionnant, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. On va finir avec les inconnus. Vous avez vu, en ce moment, on aime bien mettre des extraits de vidéos. On peut dire que pour l'instant, ce sujet est... Allez, très safe.